C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marion Venandi, animatrice de réseau au réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. Donc, on a le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un enjeu majeur de santé publique et d'éducation à l'environnement, qui est la qualité de l'air. Donc, cette thématique a été identifiée pardon, ça a coupé, par la commission santé-environnement du REB comme un sujet important à approfondir pour continuer à accompagner et soutenir les membres du réseau dans leur métier. Et ce webinaire répond aussi à une action de sensibilisation sur la qualité de l'air commandée par la DREAL. Donc un apport théorique général sur la qualité de l'air avec un focus sur la Bretagne, ainsi que la découverte de ressources pour vous outiller à l'occasion de futures animations vous seront présentées. Donc merci aux deux experts qui interviendront durant ce webinaire. Gaëlle Rubaillon, animatrice et formatrice sur les sujets sociétaux, et Olivier Lebihan, spécialiste en qualité de l'air et chercheur associé à l'IMT Atlantique. Je vous laisserai vous présenter plus en détail par la suite. Euh, pour la durée du webinaire, donc on est ensemble pour 2 heures. Il y aura à peu près 1 heure et demie de présentation et 30 minutes dédiées aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre au mieux et sinon à la fin de la présentation. Donc, merci à tous pour votre présence et je laisse maintenant la parole à Olivier Lebihan et Gaël Rubaillon. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec des gens répartis un peu partout en Bretagne. Nous-mêmes, moi, je suis à Brest en ce moment, sous le soleil, et Gaël est à Rennes sous la pluie. N'importe quoi. On va inverser la météo. Alors, voilà, donc comme ça vient de vous être dit, donc, nous allons intervenir tous les deux pour ce webinaire. Sur le visuel, vous avez nos courriels qui apparaissent. Donc, c'est l'aventure. À l'issue du webinaire, vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les utiliser. Et donc, en ce qui me concerne, je travaille depuis 2 ans comme indépendant, après avoir travaillé à l'INERIS et à Airbase. Et je mène des actions pour l'Adrial, mais aussi dans le cadre de projets de recherche ou pour des collectivités ou des entreprises. Voilà, c'est très, très varié. Gaëlle. Et de mon Oui. côté, ça fait 5 ans que je travaille en tant qu'indépendante aussi sur les questions sur les questions environnement et, et sociales. Et du coup, je suis animatrice et formatrice sur ces outils-là, notamment avec pas mal d'animations de fresques. Et mon public, le public auquel j'interviens le plus, c'est les collectivités. Très bien. Alors, donc, nous avons pu vous proposer ce webinaire grâce à la DREAL et plus précisément au plan de protection de l'atmosphère de Rennes Métropole. Donc, qui est un plan qui vise à mener des actions d'amélioration de la qualité de l'air. Il y a 24 actions. Et donc là, nous sommes l'action numéro 20. On intervient dans le cadre de l'action numéro 24, dont le but, c'est de permettre, enfin, c'est de mener des actions pour sensibiliser les gens, mais également et surtout de les inciter à passer à l'action et d'essayer de faire que leur passage à l'action se fasse avec des outils ou des méthodes qui soient adaptés. Alors, cette intervention, donc, on l'a conçue en fait en partant du principe que vous êtes tous intervenants, vous êtes potentiellement intervenants. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est pas de vous faire, entre guillemets, de vous faire un cours. On l'a vraiment imaginé dans le sens d'une aide ou d'un support pour vous faciliter les choses, pour que vous puissiez plus facilement intervenir sur ce sujet lorsque vous le faites, lorsque vous le ferez. Donc, il y a vraiment l'idée de vous apporter des notions, des définitions. C'est vraiment l'objet de la partie 1 et on prendra le temps comment dire, d'aborder quelques thèmes qui sont spécifiques à la région de Bretagne. Et puis après, il y aura la partie 2 qui sera assurée par Gaël, où là,
Elle va vous donner quelques éléments sur la manière d'aborder les choses et puis également, surtout, elle va vous donner des liens vers des ressources que vous pourrez ensuite utiliser. On terminera par un temps pour échanger, répondre à vos questions et puis ensuite on vous demandera de remplir un petit questionnaire pour nous dire si on a été bon ou pas et comment on peut s'améliorer. Voilà. Alors, dans cette partie sur les généralités, en cohérence avec ce que je viens d'évoquer, en fait, je vais la mener grâce à une ressource qui est d'ores et déjà disponible sur Internet. Donc, c'est un diaporama qui s'appelle L'air et moi, donc, qui a été développé dans le sud-est de la France. Alors, il y a 119 diapos, donc il y a un grand choix. C'est un peu trop riche, donc j'ai dû faire une sélection. Et donc, j'ai dû me contenter d'environ 30-35 diapos pour pas que ça soit trop long. Voilà. Mais c'est pour vous donner aussi une idée du coup, des outils qui sont à vos dispositions. Alors, on va aborder 6 thèmes. On va se poser la question donc de l'air. Pourquoi est-ce que l'air, la qualité de l'air, c'est important? Ensuite, on va s'intéresser à ce qui fait qu'il y a de la pollution. Donc, on va s'intéresser aux sources. On va considérer les impacts sur la santé et un petit peu sur l'environnement. On va ensuite regarder ce qui est mis en place pour assurer cette surveillance de la qualité de l'air. Très brièvement, on passera en revue les solutions. Elles sont très très nombreuses, très très riches. Et vraiment, notamment les collectivités, elles ont désormais vraiment des possibilités d'action. Et on terminera par quelques mots sur la qualité de l'air intérieur, qui est également évidemment un sujet très important. Alors, je vais changer de diapo. Est-ce que vous voyez la nouvelle diapo? Non? Oui. Non, pas encore. Marion, non. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais reprendre. Ce sera plus simple. C'est parfait. C'est parfait. Magnifique. Donc voilà, donc c'est comme je l'ai annoncé, c'est un diaporama donc, qui a été produit par donc, différents acteurs du CS de la France, dont Admo Sud, mais pas que. Alors, hop, voilà. Donc, première partie, l'importance de l'air. Donc, il y a 2 dimensions. La première, c'est tout simplement le fait que comme nous mangeons et comme nous buvons de l'eau, nous respirons. Alors, je vais vous laisser un instant de réflexion sur le volume, le volume d'air donc, que l'on respire chaque jour. Top chronomètre. Alors, la solution, c'est 15 000. Donc, c'est donc 15 000 litres d'air que nous respirons. Donc, ce qui est un volume significatif et qui illustre bien l'importance que celui-ci soit de bonne qualité. La deuxième aspect de l'importance de la qualité de l'air, et là on va aller vite aussi on va se retrouver rapidement sur la thématique du climat. Donc en fait, hein, la Terre, c'est un peu comme une orange, et il y a une fine pellicule en surface qui en fait représente l'espace où nous vivons et où nous respirons. Donc nous vivons essentiellement enfin, on vit dans la troposphère, hein, donc c'est vraiment tout ce qui est au-dessous en gros de 12 km. Donc c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Mais il y a également d'autres enjeux, notamment au niveau de la stratosphère. Et pour ceux qui vivaient dans les années 80, ils ont entendu parler de la couche d'ozone et de ce que collectivement les États ont réussi à faire pour remédier à un problème au niveau de la stratosphère. Voilà. Donc paradoxalement, l'ozone, hein, qui peut être un polluant là où nous sommes, à l'inverse, au niveau de la haute atmosphère, il nous protège. Alors pourquoi donc sommes-nous concernés par cette pollution? Alors il y a des sources naturelles que je vais balayer rapidement, comme donc les éruptions volcaniques, les incendies, etc. Mais par contre,
quand on les cite, on se rend bien compte que les perturbations que nous provoquons déjà ont tendance à influer sur ces sources naturelles. En ce qui concerne donc les actions humaines, le transport joue un rôle essentiel. Ce transport au quotidien avec nos voitures, mais également, par exemple, au niveau des avions. Les sources industrielles sont importantes, même si elles ont tendance à être un petit peu surestimées dans le ressenti des gens au niveau européen. Là où il y a, comme on verra tout à l'heure, le chauffage, et notamment le chauffage individuel, qui joue un grand rôle. L'agriculture et l'activité domestique, et puis des petites choses comme la consommation de cigarettes. Alors, la consommation d'énergie, c'est aussi quelque chose qui mérite d'être mis en avant parce que là encore, il y a le lien avec le climat. Le fait d'utiliser des combustibles que l'on tire du sol, qu'il s'agisse du pétrole, du charbon, du gaz, c'est quelque chose qui pollue et c'est quelque chose évidemment qui a un impact sur le climat. Donc, ce sont vraiment des enjeux majeurs. L'agriculture, donc, euh, il est beaucoup plus clair depuis 10-15 ans, il y a beaucoup plus de communication sur son rôle au niveau de la qualité de l'air. C'était quelque chose qui était plutôt occulté auparavant. Et on va notamment citer les pesticides, qui défraient régulièrement la chronique, l'élevage, et notamment donc du fait de la consommation de viande. Après, tout simplement, l'activité agricole, à partir du moment où elle utilise des combustibles fossiles, notamment pour le transport. Et puis le système, donc tout ce qui est en aval de la production de la matière première, et puis également le brûlage des déchets verts. Alors, quand on parle de polluants, on parle souvent des trois premiers qui sont à l'écran. Ce sont les oxydes d'azote, les particules fines. Il y a deux catégories dont on parle essentiellement, c'est les PM10 et les PM2,5, et l'ozone. Voilà. En fait, il y en a pas mal d'autres qu'on va croiser aujourd'hui, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, l'azote, ou plutôt les oxydes d'azote, donc ils sont au nombre de deux, le NO et le NO2. Ils sont essentiellement issus donc de la combustion. Et d'un point de vue toxicologique, c'est le NO2 qui est le plus important et qui ressort dans les études et au niveau des valeurs limites également. Les particules, alors les particules, c'est un sujet un peu compliqué parce que quand on parle de NO, par exemple, on a deux molécules et c'est fini. Quand on parle des particules, en fait, on parle d'une famille d'objets dont la taille, la nature, les origines sont extrêmement variées, complexes. Ce qui est important de retenir, donc, c'est que les PM10, ça concerne tout ce qui est inférieur à 10 microns et ça va rentrer dans notre système respiratoire. Et si on regarde le sous-ensemble, c'est-à-dire les particules qui sont inférieures à 2,5 microns, là, on va vraiment être sur la partie la plus profonde de notre système pulmonaire. Et c'est pour ça que ces deux métriques sont suivies, parce que les PM2,5 sont encore plus pertinents d'un point de vue sanitaire. L'ozone, donc, lui, c'est un polluant un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un polluant secondaire. Ça veut dire qu'il est issu de réactions chimiques. C'est pas quelque chose qui est émis par une source particulière. C'est également un polluant saisonnier. Alors, c'est surtout l'été qu'on va le rencontrer parce qu'il est dans sa production, le soleil joue un rôle important. Bon, c'est pour ça qu'on a plus facilement de l'ozone l'après-midi que le matin. Il y a un cycle journalier très caractéristique. Alors globalement, si on regarde l'évolution sur le long terme, là, à partir de 2000, quant aux concentrations de ces polluants dans l'air, ce qui est très satisfaisant, c'est de voir qu'il y a une réelle diminution, à l'exception pour l'essentiel de l'ozone. Par exemple, si je prends le SO2, c'est un peu moi j'appelle ça un crypto-polluant, parce que c'était vraiment un polluant qui était lié à l'utilisation du charbon, à des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de travaux pour désulfurer les systèmes industriels ou au niveau comment dire, des carburants. Et ça explique cette courbe jaune qui est vraiment, qui descend, et à tel point qu'aujourd'hui, la surveillance du SO2, elle est maintenue de manière ponctuelle pour vraiment vérifier que tout va bien, mais on ne, comment dire,
on investit extrêmement peu de moyens sur ce polluant qu'on considère comme un polluant entre guillemets du passé. Donc il y a plein de nouvelles positives, hein, je vous le dis, parce que faut pas sortir de cet exposé déprimé. On ne veut pas qu'il y ait d'accidents de la vie dans les heures qui suivront notre webinaire, hein. Alors, un petit peu d'illustration également visuelle. Donc, vous avez à gauche Montréal, à droite Paris. Et donc, les photos donc, sont exactement prises au même endroit à chaque fois, mais donc, dans des situations différentes. Et on voit donc ce qu'on appelle le smog, donc ce nuage de pollution qui est bien installé sur les deux photos du haut et qui ne l'est pas sur les deux photos du bas. On vous a pas montré, on aurait pu vous montrer également la comparaison de la pollution moyenne à Paris aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. Et c'est très très satisfaisant. Il y a eu pas mal de communication sur ce sujet ces dernières semaines parce que vraiment, il y a, on peut dire que cette zone est vraiment récompensée en matière par rapport à tous les efforts qu'ils ont faits. Ils sont vraiment récompensés, ils obtiennent des résultats très significatifs. Alors, nous allons à présent passer à la partie conséquences sur la santé, donc qui est une partie importante. Alors, si on revient sur les particules, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, globalement, quand vous avez des choses qui sont inférieures à 10 microns, elles vont rentrer dans votre système respiratoire. Si elles sont entre 2,5 et 10 microns, elles vont s'arrêter un peu plus vite que les autres. Et puis celles qui sont inférieures à 2,5 vont vraiment réussir à rentrer au plus profond, donc au niveau des alvéoles. Alors ce qui est important de retenir, hein, c'est que les alvéoles, c'est le lieu où il y a les échanges entre l'air et le sang. Et donc, le fait qu'un polluant arrive jusqu'aux alvéoles, c'est déjà problématique. Après, il y a le jeu de ce qu'on appelle la translocation qui répond à certaines conditions. Mais d'ores et déjà, l'observer jusqu'aux alvéoles, c'est évidemment déjà embêtant. Donc les particules sont classées cancérigènes et puis c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Alors si vous avez vraiment envie de vous faire peur, vous imprimez cette diapo, hein, vous la mettez près de au-dessus du lavabo, comme ça quand vous lavez les dents le matin et le soir, vous avez un petit coup de stress. Donc voilà, donc là le principe, hein, c'est vraiment de passer en revue les différents polluants et d'essayer de montrer donc les conséquences. Donc on voit c'est très très varié. Bon, par exemple, si on prend le dioxyde d'azote en bas à gauche, on voit qu'il y a des problématiques d'asthme. Alors, Olivier, on Oui, ne voit plus ton écran. ah, c'est fâcheux. Là, je vais Bah, moi, arrêter. je le vois. Ah bon? Ouais. Euh, Du coup, Marion, c'est peut-être ton PC qui a un problème. Ah, et moi, si pour le reste. On peut peut-être passer par le chat s'il y a d'autres personnes ce que d'autres personnes peuvent indiquer si. On a la diapo, ouais. Donc, je pense, Marion. Ok, c'est chez moi. Alors, Marion, c'est peut-être un problème de polluant, je sais pas, faut regarder la liste. Mais tu l'as pas, tu vas pouvoir statuer. Alors, je poursuis si vous voulez, et puis Marion, si vraiment il y a un problème, j'arrêterai le partage dans ce cas. Alors, oui, deux notions importantes. Il y a la notion d'impact, enfin, d'exposition sur un pas de temps très court à des concentrations aiguës. Donc ça, c'est typiquement, alors c'est un peu l'image d'Épinal, hein. On connaît qui sont un petit peu pas à l'aise forcément avec ce genre d'image. Mais voilà, vous êtes dans un endroit qui est très très pollué et les concentrations sont très élevées. Vous passez quelques instants, ça peut effectivement avoir rapidement un impact de type éternuement, toux, et crise d'asthme, etc. Mais il y a une autre notion qui est très très importante, c'est ce qu'on appelle l'exposition chronique. Et d'un point de vue sanitaire, c'est vraiment elle qui va jouer un rôle important, puisque plus de 80% de l'impact sanitaire il est lié à cette exposition. Voilà. Donc c'est vraiment la notion de situation géographique ou lieu de vie, ou la notion de pratique qui vont faire que vous êtes exposé à des niveaux systématiques plus ou moins importants dans la durée. Et c'est ça qui peut mener donc à des problématiques, à des développements de pathologies dans la durée.
Alors pour finir, ça c'est la petite carte du monde des morts prématurées. Donc j'insiste bien, pas mort, mais mort prématurée. Hein. Ça veut dire je devais mourir après-demain, finalement je suis mort hier. Voilà. Et ça, c'est à cause de la pollution de l'air. C'est ça la notion de mort prématurée. Donc une accélération en quelque sorte. Hein. Donc ces morts prématurées sont calculées, elles sont significatives. Et comme vous pouvez le voir, par contre, l'importance de ces morts prématurées va vraiment dépendre du lieu où on vit. Alors, il y a la notion de pays, mais il peut également y avoir la notion, au sein d'une même ville, vous pouvez aussi avoir évidemment des différences, puisque des gens qui, par exemple, qui vont qui vont vivre près d'axes de circulation très importants, seront plus exposés que des gens qui sont éloignés de ces axes. Donc il y a la notion aussi il y a un impact social en quelque sorte qui joue aussi sur ces morts prématurées. Alors pour finir sur cette partie, juste pour rappeler, donc, comme je disais tout à l'heure, les particules ont des composés très très variés, et il y a notamment des composés qui sont métalliques, et donc il y a en fait également un suivi spécifique pour certains traceurs métalliques, composés métalliques, les pesticides qu'on a déjà abordés, et puis les pollens, qui également sont donc qui ont des forts impacts sur la santé pour ceux qui n'ont pas la chance de passer à côté. Alors, brièvement à présent, les conséquences sur l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont plus ou moins connues, mais en tout cas, il y a vraiment un impact de la pollution sur les cultures, également sur les matériaux du bâti. C'est quelque chose qu'on voit facilement sur les vieux monuments. Hein, Notre-Dame, je crois, moi je ne suis pas retourné, mais il paraît qu'à l'intérieur, c'est magnifique. Et c'est notamment la pollution de l'air qui a contribué à noircir, si j'ai bien compris, les parois à l'intérieur. Voilà, donc bref, ces pollutions, ces conséquences de la pollution de l'air sont importantes, y compris sur l'eau, puisqu'il y a des retombées et de lessivage par les pluies qui fait que les polluants vont également arriver au niveau de l'eau. Et puis évidemment, il y a le climat. Et comme vous le savez, le climat lui-même, la modification du climat se traduit sous des formes très très larges. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place en matière de surveillance? Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que l'Europe a joué un rôle très très important quand la, la réglementation européenne s'est mise en place sur la qualité de l'air. Il y a eu un consensus qui s'est fait à partir des différents pays membres. Et ça, c'est à titre personnel, je considère qu'on a beaucoup bénéficié en France de ce qui était déjà en place au niveau des pays scandinaves et de l'Allemagne, ce qui nous a permis de partir avec un niveau d'exigence plus élevé que ce qu'on aurait fait si on était parti seul. Ça n'engage que moi. Hein. Ce qui est également très très important à retenir, c'est que le principe des directives européennes, c'est de considérer les recommandations de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé. Il donne des indications. Il dit idéalement, il faudrait avoir tel type pour tel polluant, il ne faudrait pas dépasser telle moyenne annuelle. Et l'Europe, en fait, a décidé de prendre ça en considération. Donc, quand la directive qualité de l'air, elle est révisée, son objectif, à moyen ou long terme, c'est de respecter ces recommandations de l'OMS, quitte par contre à avoir des étapes intermédiaires, ce qui jusqu'ici a toujours été le cas. Voilà, donc ça, à bien retenir, ce côté un peu bon élève qui porte ses fruits. Donc la traduction des directives vers les pays membres donc, est systématique. Donc ça a été le cas dans les années 90 en France. Et donc on a cette loi en France donc de 1996 qui est vraiment citée systématiquement comme le moment à partir duquel on a vraiment mis en place euh, cette surveillance systématique sur l'ensemble du territoire. Donc, du coup, il y a une organisation. euh,
avec donc des acteurs comme le ministère de l'Environnement, comme l'ADEME, l'ADREAL, l'ARS. Et chaque région, désormais, bénéficie d'un acteur qu'on appelle ASCA, Association agréée de surveillance de la qualité de l'air. En Bretagne, c'est Airbrise. Et donc, alors, les ASCA ne sont pas, enfin, sont associatives, hein, donc ce n'est pas des fonctionnaires qui y travaillent, mais c'est bien une mission qui leur est donnée par l'État. Alors, la mission première, c'est mesurer pour surveiller, pour vérifier les concentrations de polluants dans l'air, avec des notions de... Donc, il y a beaucoup de normes, beaucoup de manières de faire qui sont expliquées et qui sont très précises. Il y a donc des enjeux de validation, des audits, et il y a un enjeu de diffusion de l'information. Donc, quand vous allez sur les sites web des ASCA, vous avez systématiquement l'information en temps réel qui est disponible. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui se sont développés. Alors, l'un d'entre eux est très intéressant, c'est celui d'inventoriste, dont le but, c'est de répertorier en fait la totalité des émissions, donc des sources, et d'essayer d'avoir des informations sur les quantités émises dans le temps et dans l'espace. Donc, les sources fixes, mais également les sources mobiles et les sources biotiques. Donc ça, c'est très très important parce que ça permet non seulement d'avoir une connaissance de ce qui est émis, mais ça va également permettre de faire des scénarios pour essayer d'imaginer des solutions et essayer de quantifier l'intérêt de telle ou telle solution quand on se projette sur l'avenir. Il y a également un indice qui a été défini, qui rassemble la plupart des polluants qu'on a pu citer depuis tout à l'heure. Et donc, cet indice, vous l'avez pour le jour même, mais et le jour d'après. Il est basé sur comment dire, de la modélisation prédictive, dont la modélisation, le but, c'est vraiment d'essayer 24 heures à l'avance de déterminer ce que sera la qualité de l'air le lendemain. Et ça permet après de déclencher des opérations, au niveau des services de l'État si, on est en situation problématique. Alors, avant-dernière séquence, donc les solutions. Donc là, je vais faire relativement vite, mais le but, c'est surtout que vous compreniez qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, un truc donc, très classique, très connu, hein, c'est l'action sur les transports pour aller vers des transports dits propres. Alors, votre transport, il n'est pas forcément neutre, hein. Il va utiliser, s'il est électrique, il va utiliser de l'électricité, donc qui est forcément produite quelque part. Et si c'est une électricité qui est produite à base de gaz ou de charbon, vous avez un impact sur la qualité de l'air, évidemment. Mais par contre, au centre même de la ville, où il y aura un gain significatif en termes de qualité de l'air. Donc, pareil, l'efficacité du réseau, c'est vraiment pour ramener les gens donc, à laisser tomber leur véhicule individuel et pour aller vers les véhicules partagés. L'enjeu du chauffage. Alors, je passe rapidement, hein. Donc, essayez de ne pas vivre à 25 degrés en permanence l'hiver. Les notions d'optimisation de l'éclairage, tout ce qui est gestion des appareils électriques, les veilles, etc. Donc, tout ce qui est donc lavage du linge, avec là encore des enjeux, par exemple, de consommation d'énergie. Frigo, congélateur, l'habitat, avoir un habitat évidemment qui soit le plus éco-friendly. Les achats, on a beaucoup parlé d'achats de vêtements à bas coût ces derniers temps, hein, avec une pollution liée ne serait-ce qu'au transport. Mais il y en a également l'enjeu de la consommation de viande, parmi d'autres. Voilà donc pour ces solutions. Il y en a encore beaucoup d'autres et tout à l'heure, Gaël va vous flécher donc, comment dire, des guides et des choses comme ça, des fiches solutions et autres. Voilà. Je me tais, je ne spoil pas, Gaëlle. Elle a un regard inquiet. Elle a raison, je suis bavard. Alors, la qualité de l'air intérieur, donc très brièvement pour terminer cette séquence. Alors là encore, je vous laisse réfléchir quelques instants. Est-ce que l'air intérieur est généralement aussi pollué, moins pollué ou plus pollué que l'air extérieur?
Battement de tambour. Et la réponse est plus pollué. Donc tout simplement parce que l'air intérieur, globalement, c'est l'air extérieur, hein, même si pour les particules, il y a un petit peu de filtration quand même, mais globalement, c'est l'air extérieur et auquel on va rajouter le fruit de nos activités à l'intérieur. Donc, c'est un enjeu majeur, évidemment, puisque nous passons une grande partie de nos vies à l'intérieur de bâtiments. Alors, on va pas les passer tout en revue, mais vous avez ici un beau visuel, je trouve, qui passe en revue plein de sources. La cuisine, par exemple, quand on fait de la cuisson, c'est vraiment une source majeure de polluants, donc monoxyde de carbone, oxyde d'azote et particules. Personnellement, j'ai travaillé sur ce sujet et vraiment, c'était assez impressionnant, hein. Une simple cuisson de viande a un fort impact. Donc, il faut vraiment utiliser des hôtes. L'idéal, c'est vraiment d'aspirer ce qui sort de la source, au plus près de la source, avant que ça se disperse dans la pièce et puis dans la maison. Vous pouvez avoir, si vous faites de la cuisson de viande, par exemple, au rez-de-chaussée, vous pouvez avoir une chambre à l'étage qui, au bout de 10-15 minutes, verra arriver les particules et les gaz qui ont été émis. D'ailleurs, l'odeur est un bon indicateur sur ce sujet. Donc voilà, pour la cuisine, on peut citer le véhicule stocké dans le garage avec son réservoir d'essence ou les stockages de peinture ou de produits divers et variés. On a également des problématiques d'utilisation d'insecticides. Attention à l'humidité parce que ce sont des moisissures, hein, donc ce sont des champignons et il y a une capacité à s'aérosoliser. Je crois que si vous avez ne serait-ce que 1 mètre carré de moisissure, vous êtes en situation à risque. Il faut vraiment essayer d'éviter ça. Et puis je vais en rester là. Alors, sans parler du tabac évidemment, qui est une catastrophe pour toute la famille. Voilà, donc Je, je vous mets la diapo de fin donc, de l'air et moi, euh, donc pour rendre à César ce qui est à César, hein, puisque comme on vous l'expliquait, c'est pas nous qui avons conçu cette diapo. Donc un grand merci à eux. Euh, En tant qu'intervenant, en tout cas, moi j'ai très apprécié de pouvoir utiliser leur visuel. Je vais donc passer sur la deuxième séquence. Hop. Alors, n'hésitez pas hein, à poser vos questions sur le chat. Est-ce qu'il y a eu quelques questions sur le chat, Gaël? Non, pas pour le moment. Non, par C'est- contre, tu es en avance au niveau du temps, donc tu as plus de temps potentiellement pour le cas breton, qui peut être peut-être plus pertinent pour D'accord. certaines personnes. Est-ce que dans le chat, il y a ne serait-ce qu'une ou deux questions éventuellement? Non? Non, pas du tout. Non, ok, ça marche. Ok, donc le cas breton. Donc là, le but de l'intervention, c'est brièvement de vous rappeler le nom de quelques acteurs et outils. Ensuite, vous dresser la situation générale de la région en termes de concentration, mais aussi en termes de sources, donc d'émissions. On dira un mot au passage sur le chauffage au bois. Et puis, on fera un zoom sur l'agriculture avec donc la thématique de l'ammoniac, des pesticides, mais aussi des algues vertes. Et on terminera par un tout petit point, bref, sur le radon. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, chaque région a une ASCA. Donc, l'ASCA bretonne, c'est Airbraze. Et donc, Gaël et moi, on vous conseille vraiment de commencer par vous appuyer sur les ressources que le site web d'Airbraze vous propose entre guillemets, avant toute chose, dès que vous voulez traiter le cas breton. Donc, comme ça a été indiqué tout à l'heure, hein, l'émission d'Airbrace, c'est vraiment la mesure.
donc la surveillance par des appareils de mesure un peu partout en Bretagne. C'est s'intéresser aux émissions, donc le cadastre des émissions, qui s'appelle ISEA. ISEA, que je vous conseille également fortement d'utiliser, et puis Gaël en parlera tout à l'heure. Et enfin, la modélisation, donc qui permet de connaître, de calculer la concentration sur l'ensemble du territoire et surtout de faire de la prévision. Donc, la réglementation prévoit des outils. Donc, le plan de prévention, de protection de l'atmosphère, donc j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, il ne concerne que Rennes, hein, c'est du fait de la taille de la population. Euh, Ça peut être le cas dans certaines d'autres agglomérations françaises, mais là, c'est en des situations donc, de dépassement. C'est l'une des raisons aussi de mettre en place un PPA. Ça a été le cas pour Rennes, qui a eu un dépassement sur le NO2 il y a une dizaine d'années et qui a réussi à résoudre la situation. Et puis également les plans climat, donc air-énergie, les PCAET, qui sont donc des plans très très importants qui concernent, je dirais, au moins les deux tiers, qui sont obligatoires pour au moins les deux tiers des EPCI bretons. Et il est notoire que la partie R, souvent, est assez modeste. Voilà. Donc il y a vraiment un travail à faire pour essayer de faciliter le développement d'actions sur l'air dans les EPCI bretons. Alors, quelle est la situation en Bretagne? Tout à l'heure, on a évoqué donc la directive européenne et l'OMS. Alors, ce que vous avez à l'écran, en fait, c'est la concentration moyenne pour les PM2,5 en Bretagne, mais comparée par rapport à la réglementation ou à l'OMS. Donc, c'est exactement la même concentration moyenne, hein. Mais par contre, suivant le référentiel que je vais prendre, je vais me retrouver dans une situation différente. Si je me mets à gauche et que je prends la concentration, pardon, la réglementation actuelle, il faut être au-dessous de 25 microgrammes par mètre cube. C'est le cas en Bretagne, donc la totalité du territoire respecte la réglementation annuelle, la moyenne annuelle, qui est mise en place pour les PM2,5 par la réglementation. Si par contre je me projette en 2030 où il y a une nouvelle version de la directive européenne qui rentre en jeu, on voit que elle est plus exigeante, hein, puisque l'exigence qui était de 25 microgrammes par mètre cube, elle passe à 10 microgrammes par mètre cube. Donc il y a une vraie ambition derrière, hein. Et on voit que la situation bretonne reste favorable, hein, mais on voit bien tout de même que c'est moins confortable. Et on commence à voir en orange des zones urbaines, notamment on voit la ville de Rennes, ou la métropole rennaise à droite, euh, qui donc est en orange. Donc elle respecte, mais elle est vraiment sur le fil. Donc elle a des progrès à faire malgré tout. Et si ensuite on se projette sur le long terme, c'est-à-dire en s'alignant sur les recommandations de l'OMS qui sont de, je crois, c'est caché mes mémoires, c'est 5 microgrammes par mètre cube. Donc là, on voit, bah, pour le coup, on n'y est plus. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la région qui doit travailler dès maintenant, dans la durée, pour s'assurer de tenir l'objectif quand la réglementation européenne, dans 10, 15, 20 ans, s'alignera définitivement sur l'OMS. En termes d'émissions, donc là, je reste sur les PM2,5. Vous avez donc différents schémas. Donc à droite, vous avez la carte de Bretagne, avec donc la représentation des émissions suivant les EPCI. Donc vous voyez que dès qu'on est en zone urbaine notamment, ou en zone où il y a pas mal de population, on a des émissions qui sont plus importantes, ce qui est assez logique. Au centre de l'écran, vous avez un camembert et l'information qui vous est donnée, c'est la répartition en Bretagne des émissions de PM2,5 en 2022. Donc on voit que en violet, à mon écran, on a 55% des émissions qui sont liées au secteur résidentiel. Et ça, en fait, en majorité, c'est le chauffage au bois
donc domestiques. C'est pour ça que agir sur le chauffage au bois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si on veut améliorer la situation en Bretagne. Après, on voit qu'il y a d'autres catégories. On voit qu'il y a le transport routier qui est à hauteur de 16%. Et puis, on a également l'agriculture qui est à hauteur de 22%. Donc, vous voyez, analyser un inventaire des émissions, c'est très efficace en fait pour voir, connaître le profil du territoire et du coup, faire des priorités en termes d'action. Par exemple, là, on voit que investir des sommes importantes sur l'énergie ou le tertiaire, bon, bah, c'est pas opportun. C'est pas là que sont les enjeux. Et ça, c'est un peu contre-intuitif parfois par rapport à l'image que l'on a donc notamment de l'industrie, comme je le disais en introduction. Le schéma du bas, il est également très intéressant parce qu'il permet de connaître à l'échelle régionale l'évolution des émissions totales au fil des années. Donc on voit qu'on est quand même sur une dynamique de diminution, ce qui est très positif. Euh, mais on voit que en proportion, malgré tout, le transport, l'agriculture ou le résidentiel restent les acteurs majeurs. À présent, un petit zoom sur l'agriculture et plus précisément sur l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, c'est notre ami qui parfois fait qu'on frise le nez quand on se balade dans la campagne, s'il y a eu un épandage, par exemple. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'ammoniac? Parce qu'en fait, une fois qu'il est émis dans l'air, il va réagir et il va contribuer à produire des PM2,5. Donc, c'est une réaction chimique qui fait que ce gaz va contribuer à augmenter la quantité de particules de type PM2,5. Donc là, l'enjeu, c'est pareil, c'est toujours la même histoire, c'est essayer de réduire les sources. Si je réduis mes émissions d'ammoniac, ben, j'aurai un effet bénéfique sur les concentrations de PM2,5. Donc l'ammoniac, il est émis en majorité par l'agriculture. Si vous regardez la carte qui est à droite, vous voyez qu'il y a des zones bien connues en Bretagne comme ayant beaucoup d'élevage bovin ou porcin, par exemple. Donc, on a clairement la zone de Lamballe, le nord des Côtes d'Armor qui sont très concernés. Et on a également la région brestoise, le Nord Finistère, qui également sont connus pour avoir beaucoup de sites d'élevage. Alors, si on regarde en bas l'évolution dans le temps, depuis 2014 jusqu'à 2020, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution très significative, hein. On a l'impression d'être plutôt sur un plateau. Donc, il y a un projet qui a été, comment dire, qui s'est déroulé pendant 4 ans en Bretagne, qui s'appelle ABBA, qui a été monté par Airbrace en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Il a reçu plein d'aides locales. Vous avez les logos qui sont en bas à gauche. Et là, le but du jeu, justement, c'était d'essayer de favoriser la baisse des émissions d'ammoniac agricole grâce à un travail centré sur l'agriculteur. Le but du jeu, c'était que l'agriculteur, on lui facilite la vie pour qu'il puisse mettre en place des méthodes de réduction de l'ammoniac. Et l'intérêt, c'est il y avait un vrai intérêt économique, c'est-à-dire que l'ammoniac qui ne part pas dans l'atmosphère, eh bien, c'est de l'azote en fait qu'on peut retrouver dans la plante. Donc, c'est autant d'engrais en moins de consommer. Donc, il y a vraiment un mécanisme économique là qui est très intéressant. C'est pas juste, on n'a pas l'argument environnemental est toujours à mettre en avant, mais quand évidemment il y a un argument économique, c'est beaucoup plus fort. Donc, c'est ce on a appelé le gagnant-gagnant, gagnant pour les finances et gagnant pour l'environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce projet, mais sachez qu'il a permis de développer une méthode. Il y a un site internet qui s'appelle Agrivisionnaire qui permet d'avoir accès à une application qui Je vais en permet parler de... après. On en parlera après. Bon, je m'arrête là et je passe à la suite. Merci. Le logiciel anti-spoil a bien fonctionné. C'est très bien. Les pesticides. Donc toujours dans l'agriculture, hein. Donc là,
l'impact des pesticides sur la santé de manière générale, hein, donc par toutes les matrices, l'air, mais les autres également. Cet impact sanitaire, il a été démontré, notamment par un rapport de l'INSERM qui date de 2021, et puis plus récemment, il y a quelques semaines, il y a une étude Pestirive qui a été, dont les résultats ont été transmis et qui porte sur la zone vinicole, et on a vu, viticole, pardon, et on voit que les produits se retrouvent dans toutes les matrices. Le sol, l'eau, sur les vêtements, etc. C'était une étude qui était centrée chez les riverains. Voilà. Alors, dans le cas breton, et en ce qui concerne donc dans l'air, la présence des pesticides dans l'air, elle est démontrée. Bon, il y a des Airbraz dès 2005 environ à mener des campagnes de mesure. Donc, cette démonstration-là, elle est faite. Et le rôle essentiel, c'est l'agriculture qui le joue, puisque les tonnages sont en très large majorité, les tonnages sont utilisés au niveau agricole. Voilà. Donc la dynamique du projet qui est présenté ici, qui s'appelle OPER, c'est une dynamique, comme pour ABBA, d'action collective, donc avec le monde agricole. Et c'est un projet qui se base sur le territoire rennais, avec quatre grands objectifs. Là, je ne vais pas trop détailler pour le coup, pas prendre de retard. Mais globalement, le premier objectif, c'est de documenter la situation. Ça veut dire ne pas seulement mesurer les pesticides dans l'air, mais c'est aussi aller chercher d'autres sources d'informations au niveau des consommations de produits et au niveau agronomique. Ensuite, c'est d'essayer de comprendre donc, le lien entre la présence des produits dans l'air et donc les autres données. C'est aussi mettre en réseau, essayer de créer une communauté transversale sur ce sujet, à la fois dans le monde agricole, mais aussi en allant chercher d'autres spécialités, par exemple dans le monde scientifique, mais également au niveau des collectivités. Et puis ensuite, c'est expérimenter, et en s'appuyant sur tout ce qui peut exister. Et notamment, donc, le but, c'est de faire émerger des manières de faire, des pratiques agricoles qui permettent d'utiliser moins de produits. Alors, les algues vertes, pour finir donc sur la partie agricole, les algues vertes, donc c'est une thématique qui est très médiatisée en été en Bretagne. Euh, donc, j'imagine que beaucoup de monde connaît le sujet, mais donc en bref, hein, donc on a des excédents azotés issus de l'agriculture qui vont arriver via les rivières, qui vont amener à une prolifération d'algues. Et quand celles-ci s'échouent et qu'elles se décomposent, elles vont produire un gaz qui s'appelle le H2S, avec un danger, notamment, c'est quand on crève une poche dans laquelle il y a du H2S qui est en train d'être produit. Méfiez-vous non pas des algues, les algues vertes fraîches, c'est pas un problème, mais par contre, les amas d'algues très anciens avec une couleur plutôt blanchâtre en surface, et là, il y a du danger parce que vous pouvez avoir des poches de H2S dessous. Donc, donc voilà, donc là, c'est vraiment un risque, c'est un danger réel à court terme. Donc l'exposition aiguë peut avoir des conséquences graves. L'exposition chronique, par contre, elle est assez peu étudiée pour l'instant. Et donc, il y a un dispositif qui est en place tous les étés. Donc, il est centré sur les baies algues vertes. Vous avez la carte à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à la demande de l'ARS et sur financement de l'ARS. Je terminerai donc avec le radon. Alors, le radon, donc, c'est un gaz. Alors, c'est une thématique quand même qui est assez ancienne, hein. Au moins dès les années 60, on savait en Bretagne qu'il y avait une problématique autour de ce gaz. Donc, c'est un gaz radioactif naturel qui, en fait, est produit par notre sol, par les éléments granitiques. Et ce qui fait que si vous avez une maison qui est composée de granit, suivant le type de granit, vous pouvez également avoir donc les matériaux de construction de la maison qui vont également émettre. Donc là, on est vraiment typiquement dans un cas d'exposition chronique, donc dans la durée. Donc, ce qui est essentiel, c'est vraiment de savoir, de repérer les bâtiments, de les identifier, donc de savoir si le bâtiment dans lequel vous êtes pose problème ou pas. Un bâtiment moderne récent peut poser des problèmes s'il est placé au mauvais endroit. Et donc, il y a des solutions qui existent, hein. Donc, déjà, il y a des solutions qui existent pour mesurer la concentration de radon dans la maison. Et ce sont des solutions qui ne sont pas très coûteuses.
Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à y avoir recours. Et ensuite, les solutions sont en grande partie basées sur la ventilation. Si par exemple, vous avez un sous-sol qui pose problème, enfin, si vous avez un sol qui pose problème, vous avez une cave, par exemple, bah, si vous ventilez beaucoup votre cave, vous allez réduire le transfert du radon vers la partie haute de la maison. Et il est également possible de travailler sur des solutions pour essayer d'étanchéifier, d'éviter les grandes fissures, des choses comme ça, qui sont des lieux de passage. Voilà, mais donc Gaël nous a également concocté une petite ressource là-dessus. Voilà, je crois que c'est bon pour moi et je vais passer la main à Gaël. J'arrête le partage, Gaël. Ouais, je vais prendre. Alors, je vais remettre ça. Et moi, j'étais pas au bon endroit. Diaporama, non, je me suis trompée. Désolée. Et alors, il n'y a toujours aucune question pour le moment, donc ça va. Et partager, grand, partager, on est bon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat hein, pour tout à l'heure, pour la partie de discussion. Ah, ça va? C'est bon pour vous? Ouais, C'est bon pour sur le moi. partage? Super. Et je vais annuler. Je vais relancer. Au total, cette partie. Et donc, moi, je vais vous parler de plus tout ce qui est comment on partage l'information, avec qui, comment, et aussi tout ce qui est solutions qui sont déjà mises en place ou supports qui existent pour parler de la qualité de l'air. Du coup, en fonction des différentes personnes, parce que du coup, on va avoir des outils qui vont être autant pour les collectivités, d'autres qui vont être plutôt pour les particuliers, d'autres qui vont être plutôt pour les agris. Et du coup, ça va permettre à tout l'ensemble des participants de pouvoir répondre à des questions venant de différents profils de personnes. Donc, on va d'abord parler de juste le côté posture en tant qu'animateur, animatrice ou simplement personne qui allons parler de ça. Et bon, alors peut-être il y a des experts, expertes parmi vous, mais je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas experte du sujet de la qualité de l'air. Du coup, c'est bien enfin, de pas venir en disant qu'on est expert du sujet, mais plutôt juste qu'on a des éléments enfin, des éléments d'action, des outils qu'on peut partager et tout, mais juste pas se prendre pour qui on n'est pas. Tout de suite, sinon ça fait un effet un peu étrange. Et l'idée, pour moi, en tout cas, c'est vraiment de comprendre enfin, enfin, de quoi partent les gens. Donc, quels enfants ils ont, enfin, qui sont-ils, pourquoi ils viennent parler de ce sujet de la qualité de l'air. Du coup, enfin, quelles sont leurs problématiques à eux, à elles. Et de dire est-ce que c'est plutôt quelque chose, de l'air intérieur, est-ce que c'est plutôt la qualité de l'air, est-ce qu'on a peur parce qu'il y a un élevage de porcs à côté, etc., etc. Du coup, c'est vraiment comprendre la situation pour mieux les diriger avec les solutions qu'on peut avoir et notamment celles que je vais vous présenter juste après. Et du coup, l'idée d'accompagner, ça va être de proposer les outils qui correspondent parfaitement à la problématique qu'a posée la personne. Et l'idée, de parler avec dynamisme et du coup, pas forcément le côté fatalisme, genre on peut rien faire ou quoi que ce soit, c'est vraiment montrer il y a des actions qui sont déjà en cours et c'est donner envie de passer à l'action. Et donc, c'est-à-dire que, bah, en fait, même si on peut pas, je sais pas, on peut pas complètement changer une maison, bah, c'est comment y aller petit à petit pour avancer sur cette solution, enfin, sur des pistes d'action. Et en fait, on peut déjà, enfin, ne serait-ce que, par exemple, sur la qualité de l'air intérieur, bah, on peut, par certains éléments de la décoration, par certaines peintures, etc., améliorer rapidement sans faire de gros investissements financiers. Donc ça, c'est vraiment accompagner tous les citoyens derrière. Et aussi, c'est accompagner en fonction du type de public que vous allez avoir. Et donc là, j'ai mis des profils, mais du coup, on va pas forcément parler de la même manière à un agri ou une agri qu'à un élu, qu'à une famille ou qu'à un couple de retraités ou des ados. Et l'idée là, c'est vraiment comment dire, là, ça va être, pardon, d'avoir les outils adaptés en fonction des personnes à qui vous parlez.
Donc, vous n'allez pas, par exemple, proposer forcément enfin, un jeu sur la qualité de l'air intérieur à un agri, c'est pas du tout adapté. En revanche, si vous parlez d'agrivisionnaire, un agriculteur, ça va plus lui parler. Et du coup, expliquer comment ça fonctionne, etc. Je vais vous en parler, hein. C'est juste pour l'exemple. Et de la même manière, pour les collectivités, bah, du coup, c'est aussi comment on peut avoir des échanges et de se dire qu'ils ont un peu aussi la possibilité de changer les choses à leur échelle. C'est-à-dire que chaque acteur, actrice peut changer les choses à son échelle. Et du coup, quel levier ils vont avoir? Et le côté de bah non, mais je suis élue, mais moi je peux rien faire et tout, ça va dépendre d'eux. Bah oui et non, en fait, c'est vraiment, enfin, j'insiste vraiment sur le fait que même dans n'importe quelle réunion, on peut apporter une graine à cet échange et du coup, pour faire développer en tout cas l'idée. Peut-être pas maintenant, mais du coup, la graine sera plus semée et du coup, va germer peut-être dans 2 mois ou peut-être dans 6 ans, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est déjà planté. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir, mais enfin, sur tous les sujets, hein, c'est pas que sur la qualité de l'air, ça marche avec tous les sujets. Donc ça, c'était juste un bref rappel sur ça. Et je vous invite, enfin, il y a le côté humilité en tant qu'animateur, éducateur, éducatrice ou n'importe quelle typologie, c'est vraiment être, enfin, écouter la voix des professionnels qui vont vous parler ou des individus et du coup, c'est vraiment s'adapter à eux plutôt que nous euh, avec des réponses déjà toutes faites. Rentrons dans le vif du sujet avec les solutions. Les outils qui existent et notamment, du coup, Olivier vous a parlé de Atmo France qui est plutôt à l'échelle nationale et du coup, on a une grande vision avec la carte française et, donc l'ensemble des ASCA, du coup, les associations par région. Et l'idée, alors je parle beaucoup avec mes mains, je suis désolée, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Et l'idée là, c'est qu'on va aller un petit peu voir du côté de Airbrest comment ça se passe. Et alors, comment je vais faire Airbrest? Donc, je découvre en même temps et partager l'écran. Normalement, je peux partager un autre écran. Il faut que j'arrête le partage à chaque fois pour le repartager. Je suis désolée, du coup, ça va être un petit peu de la manipulation. Du coup, Airbraise, ça se présente comme ça sur le côté la qualité de l'air. Et par exemple, on voit que, ah, dommage, à Brest, la qualité de l'air est un peu plus dégradée qu'à Rennes, par exemple, en ce moment. Bon, c'est pas ça, c'est pas comme ça tous les jours. Et celle-là, il y a pas grand-chose hein, qui change. Mais du coup, il y a autant donc, les cinq l'indice Atmos, c'est les cinq polluants qui sont mesurés. Et vous allez avoir aussi une information sur les pollens. Donc pour ceux et celles qui sont sensibles au pollen, eh bien, vous allez pouvoir aller voir si votre lieu est touché par les pollens. En tout cas, là, pour aujourd'hui, on est plutôt très, très cool. Et vous avez des informations de l'air extérieur sur les polluants, c'est très très bien fait. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Le réseau des algues vertes, notamment les pollens, on va en reparler juste après. L'air intérieur, les polluants de l'air intérieur et tout ce qui est la réglementation, pardon, et les bonnes pratiques que vous pouvez aller aussi, où vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je ne vais pas refaire tout le site parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps. Mais le site est vraiment très bien fait, donc c'est très facile de naviguer et vous allez avoir les informations pour 2 à 3 jours. Donc ça, c'est pour Airbraze. Et je vais repartager l'écran. Partager. Et pour ISEA, vous allez avoir le côté un peu plus détaillé pour les polluants. Euh, Si vous voulez avoir sur Airbrace, il y a le rapport annuel qui est très intéressant pour aller voir un peu plus en détail enfin, les évolutions, notamment des polluants en Bretagne. Ça peut être pertinent, en tout cas en fonction de vos besoins. Ça peut être vraiment très chouette. Euh, Par contre, moi, j'arrive pas à aller plus loin. C'est bon. L'air et moi. Alors, c'est l'outil qu'a utilisé Olivier là pour vous présenter les généralités sur la qualité de l'air. C'est un outil, enfin, c'est un site qui est hallucinant. Arrêtez de le partage pour. Je suis désolée parce que ça va être que du partage comme ça. Partager. Et le site est vraiment incroyablement bien fait. Vous allez avoir des ressources, notamment les outils et vidéos pédagogiques sur
l'ensemble, enfin par exemple niveau école, collège, lycée, adulte, outil pédagogique, et vous pouvez tout télécharger. Du coup, si vous avez des interventions à faire en fonction du type de public, vous pouvez, enfin là c'est plutôt généraliste, du coup ça va pas forcément être spécifique à gris ou autre, mais du coup vous allez avoir beaucoup d'outils disponibles, et du coup vous allez pouvoir faire votre truc à votre sauce. Donc ça c'est vraiment chouette. Et du coup pour avoir échangé avec eux, enfin la seule chose qui suffit de faire après, c'est vraiment de dire que vous avez utilisé les outils, à quel endroit, à quel lieu, pour que eux puissent avoir une visibilité sur à quel point leurs outils servent, à quel point ils sont utilisés, et du coup si ça a vocation à être diffusé ou non. Et du coup, je pense qu'aussi ça va permettre pour eux de continuer cette sensibilisation derrière. Donc moi, là, à l'issue de la formation, bah, du coup, je vais faire une petite synthèse enfin, du coup, je vais répondre au questionnaire pour pouvoir, pour qu'ils puissent avoir un retour sur ce qu'on a utilisé ou pas. Donc ça, c'est sur l'air et moi. Euh, un super outil de partage. Ensuite, on a partagé. Le chauffage au bois, on en a parlé un petit peu. Et le chauffage au bois, donc c'est une des grosses problématiques en Bretagne, mais plutôt à l'échelle nationale, enfin à l'échelle nationale aussi. Et du coup, je vous parle de ce qui se passe sur Rennes Métropole, mais qui pourrait être, enfin si ça vous plaît, être diffusé à d'autres agglos. Les bonnes pratiques du chauffage au bois, et c'est le bûche-tour qui passe à Rennes. Et Rennes, c'est de la sensibilisation au chauffage au bois. Donc, pour comprendre comment allumer, par exemple, son feu de cheminée. Euh, il y a des techniques pour allumer le feu de cheminée pour qu'il soit moins polluant, pour qu'il rejette moins de particules derrière. Et donc, typiquement à Rennes, et ben, du coup, entre novembre et, il me semble, février, ou ouais, novembre et février, il va s'arrêter plusieurs fois dans différentes villes, plutôt sur des marchés ou des choses comme ça, enfin, du coup, avec un petit camion pour parler des effets du chauffage au bois. Et ça va permettre aussi, enfin, du coup, vous avez des experts du sujet qui vont pouvoir vous accompagner aussi si vous voulez changer votre système de chauffage ou améliorer votre système de chauffage. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé sur Rennes Métropole depuis 2 ou 3 ans, il me semble, et donc qui est développé par FIBOA, la MCE, que je ne me trompe pas, donc financé par l'aide réelle. Et du coup, il y a un coup de pouce d'Airbraze aussi. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'accompagner les citoyens sur une amélioration du chauffage au bois pour moins polluer l'air globalement. Et On a Jacques Letti avec nous ce matin, oui, donc il connaît bien, puisqu'il en fait partie. et vous avez aussi des outils qui sont disponibles sur le site du ministère je pourrais le mettre dans une autre source, mais du coup, c'est des outils pour savoir comment allumer son chauffage au bois ou autre, qui sont plutôt aussi intéressantes. Je crois que je vais vous partager. Il va falloir être très rapide parce que... hop, Jacques en profite pour nous signaler que Paul Buch, sur le chat, oui, donc il nous parle de Lorient de Saint-Malo qui se montre intéressé pour faire ça également sur leur super. territoire. Ouais, c'est un super outil. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et je vais vous partager un autre outil pour le chauffage au bois qui est juste une fiche de sensibilisation, mais qui est vraiment intéressante. Donc, fait par l'ADEME et soutenu par le gouvernement. Du coup, on va voir comment, pardon, comment avoir un bois de qualité. Du coup, comment il faut plutôt stocker son bois. Quel type de bois à privilégier, et vous allez avoir, pour une combustion optimale, la manière dont il faudrait, dans l'idéal, allumer son chauffage au bois. Donc ça, c'est un petit outil, hein, mais juste le diffuser, ça permet juste d'améliorer, enfin de baisser les émissions derrière, donc ça a déjà son impact. Du coup, le bûche-tour est encore un outil de sensibilisation beaucoup plus important. Et on va directement en direct chez les citoyens. Je vais finir le bûche-tour, partager. Je vais être en retard. Ensuite, on a les Polynariums sentinelles.
Les polinariums sentinelles, ce sont des jardins d'observation il y en a partout à l'échelle de la France et qui vont être entretenus par des villes et qui vont pouvoir alerter, enfin du coup les gens de la ville qui s'occupent du jardin vont pouvoir regarder l'évolution du coup des plantes qui émettent du pollen et du coup ça va pouvoir enfin ça va permettre d'informer les citoyens et citoyennes de bah ok, en ce moment il y a le boulot qui sort, qui va sortir enfin, prochainement. Du coup, n'hésitez pas à prendre enfin, des précautions pour ne pas être trop impacté par les pollens. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont sensibles à ça. Et donc en fait, il suffit d'aller sur Pollinarium, enfin alerte pollen. Je vais peut-être pas faire passer la vidéo, je vais pas avoir le temps sinon. Alerte pollen. Il y a une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement des pollinariums sentinelles derrière. Et l'idée, c'est, vous pouvez vous inscrire, vous, par exemple, bah, moi j'habite à Rennes, je peux m'inscrire pour être alertée sur les évolutions parce qu'il y a un pollinarium à Rennes. Et du coup, en fonction de là où vous êtes, vous allez pouvoir mettre une alerte en fonction de là où vous êtes situé. Alors, il n'y a pas des pollinariums partout. Il faut le savoir, je crois qu'il n'y en a que trois en Bretagne. Il y en a un à Vannes, un à Rennes et l'autre, je ne sais plus exactement où il est. Mais pareil, si vous êtes intéressé pour développer un pollinarium sur le site d'Alerte Pollen, vous pouvez postuler. Enfin, en tout cas, il y a toute la description enfin, qui est notée pour savoir comment créer un pollinarium, par exemple, dans mon agglo et être accompagné là-dessus. Donc ça, c'est un vrai outil pour les citoyens derrière et pour éviter enfin, d'être enfin, d'être importuné par surprise par les pollens. Ensuite, ça a été développé, bah, du coup, Jacques Letti qui est aussi qui est toujours là. Notamment, la MCE a développé un photolangage sur le défi Air pur sur la qualité de l'air. Et donc ça, c'est assez intéressant, notamment pour le grand public, que ce soit avec enfants, adultes. Il y a 36 cartes et un livret notion de base sur la qualité de l'air et du coup, il est empruntable à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement à Rennes. Et du coup, il peut être utilisé. Et donc ça, c'est vraiment des sujets, en tout cas pour faire parler de la qualité de l'air et pour voir toutes les petites choses qu'il y a à la maison qu'on pourrait améliorer. Ça, c'est un super outil enfin, un outil grand public qui est vraiment très chouette pour l'avoir eu dans les mains. J'ai trouvé les cartes de très grande qualité. Euh, Ensuite, on va avoir. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Les trois, c'est toujours à la MCE, à la Maison de la Consommation et de l'Environnement à Rennes. Et du coup, c'est empruntable. Enfin, donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est les enrouleurs, enfin, du coup, type de kakémono, les grands trucs, ils sont trois. Il y en a un qui s'intitule D'où vient la pollution de l'air? Enfin un autre Pourquoi agir dans l'air? Et le dernier, c'est quelles sont les bonnes pratiques? Et du coup, avec les trois, on peut avoir déjà enfin, un stand ou en tout cas de l'information sur les questions de qualité de l'air, notamment à la maison, enfin, à la maison. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est un super outil de sensibilisation que vous pouvez tous et toutes utiliser. Je poursuis. Agrivisionnaire, du coup, dont a parlé Olivier tout à l'heure. Et donc, avec Agrivisionnaire, c'est la suite du projet ABBA. Et l'idée, c'est d'avoir. Bah, je vais vous faire montrer le reportage. Là, je pense qu'on peut se le permettre. Euh, alors, j'ai partagé. Et on n'avait pas le son sur la vidéo. Ah, pardon. On n'a pas le son, oui. Hmm. Eh ben, comment ça se passe? Je sais pas comment faire. Parce que moi, je l'ai. Hmm. Eh bien, sinon, je mets pas la vidéo. C'est pas très grave. Et du coup, on pourra la réenvoyer. C'est bizarre que ça. Oui, on Et peut toujours mettre le Tatiana, lien dans le chat.
Hmm. Ouais, je suis désolée. Je pensais que ça allait. Quelqu'un qui dit peut-être lié au casque. Voilà. Ah, c'est possible. Sinon, tu nous fais des commentaires. Est-ce que vous entendez? C'est très, très faible. Ouais, donc ça va pas être très pertinent. Je vais le mettre dans les commentaires. Je suis désolée pour ça. CTRL V. En tout cas, ça montre enfin, comment pour la vidéo. Arrêtez le partage et je vais reprendre. Donc, Partager. c'est un reportage qui est court et qui est assez explicite sur dans tout l'intérêt de la méthode. De la méthode complètement. Hmm. Et du coup, AgriVisionnaire, c'est une plateforme qui est en ligne et qui va permettre aux agriculteurs d'aller se dire, bon, bah, ok, moi, je compte épandre telle chose pour améliorer la qualité des sols. Et du coup, je vais pouvoir noter les informations là-dessus et voir, enfin, sur la plateforme. Et du coup, ça va être plus précis. Et du coup, vous allez savoir plutôt quel jour épandre plutôt qu'un autre jour en fonction de la météo. Et du coup, si l'ammoniac risque d'être diffusé ou pas derrière. Olivier, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la plateforme AgriVisionnaire? Non, bah, oui, c'est une application qui est gratuite, donc qui peut être mise sur un téléphone facilement. Elle est appelée à être intégrée dans un truc qui s'appelle Mes Parcelles, qui est un outil de la Chambre diffusé à l'échelle nationale. Donc, ça sera une fonction au sein de Mes Parcelles. Et effectivement, l'idée, de quantifier la quantité donc, d'ammoniac qui serait émise par rapport à un scénario précis, genre demain j'y vais, c'est ce que je viens d'expliquer, mais c'est aussi monétisé. C'est-à-dire la perte d'ammoniac, elle va être mise sous la forme également donc, d'une somme en euros. Et ça permet donc à la personne, à l'utilisateur de mieux comprendre l'impact financier associé à sa pratique. Et ça peut lui permettre du coup de tester en disant, bah, tiens, finalement, je ne ferai pas demain, je fais après-demain, ou je m'y prends avec une technique différente. Donc, pour que la personne puisse voir si elle peut changer un des paramètres pour du coup réduire la quantité, réduire la perte. Voilà. Et donc, c'est en train Ouais. d'être exporté vers 5 régions françaises. Normandie, région centre, etc. Donc, c'est vraiment un outil à destination des agriculteurs et c'est pour les accompagner dans la réduction des émissions d'ammoniac. Donc là, c'était en Bretagne, le test a été fait en Bretagne et du coup, l'idée, c'est de le diffuser un peu partout. Autre outil sur les pesticides. Alors, du coup, là, enfin, c'est pas forcément peut-être plus à destination des collectivités. Néanmoins, c'est des choses dont les gens peuvent s'inspirer puisque enfin, je veux dire, on peut aller le chercher sur Internet, c'est accessible. Et du coup, c'est enfin, les leviers d'action vers des territoires sans pesticides. Et l'idée, c'est de pouvoir commencer. Là, je vous ai mis juste seulement un extrait des actions. Vous voyez qu'il n'y en a que 5, 6, alors que, enfin, il y en a 10 dans le total. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, ouais, il y a des actions qui existent. Et du coup, comment on peut en parler, comment on peut appréhender ça et comment on peut les mettre en place au sein des collectivités. Et du coup, il y a autant des actions qui sont bah, du coup de l'aménagement avec des haies et tout, mais on peut aussi travailler sur le foncier derrière. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez des terres à louer ou des choses comme ça, bah, du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place moi en tant que particulier pour éviter que je puisse avoir des pesticides sur mon terrain à terme? Je déborde dans le temps, c'est pas très bien. Non, 22 minutes. Non, c'est bon, il me reste encore les 5 minutes après. Donc ça, c'est sur les pesticides. Sur la mobilité, l'idée, tout à l'heure, on vous parlait notamment sur les actions qui étaient simples à mettre en place et notamment prendre les transports en commun. Il faut savoir que l'ADEME et Atmo France ont créé 15 fiches pardon, pour agir concrètement dans les collectivités sur le côté des transports. Du coup, c'est des fiches qui peuvent être aussi, enfin, vous pouvez les regarder en tant que particulier parce que c'est vraiment intéressant et ça peut donner des idées, même pour des collectifs, etc., pour mettre en place des outils dans une ville ou dans une collectivité.
Et typiquement, par exemple, là, on a les fiches sur l'autopartage. Et du coup, les fiches vont être complètement détaillées. Du coup, on va de quoi parle-t-on, combien ça va coûter, quels sont les impacts derrière. Si on veut développer ce projet-là, bah, quelles sont les grandes étapes du projet, avec tout ce qui est planification, conception, réalisation. Du coup, ça, c'est vraiment très, très chouette. Et derrière, vous allez avoir notamment les retours d'expérience du coup de collectivités, de métropoles qui ont déjà mis en place cet outil. Donc là, pour l'autopartage, par exemple, vous avez l'exemple de la région Centre-Val de Loire, de Grenoble et de Lille et Arras. Et du coup, l'idée, c'est que sur les 15 fiches, donc une fiche, là, c'est 4 fiches pour une action. Donc c'est à chaque fois quasiment pareil, c'est le même format. Du coup, vous allez avoir, par exemple, sur le transport fluvial, vous allez avoir sur bah, plein d'autres idées d'action. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à aller voir. Et c'est aussi des super outils pour des groupes de citoyens, pour commencer à travailler sur des dossiers, par exemple, de mobilité en ville, des collectifs de citoyens notamment. Et enfin, il me semble, ouais, sur le radon, vous avez le site Radon Bretagne qui vise du coup à informer les citoyens, mais du coup, c'est vraiment aussi les professionnels parce que vous allez avoir des sections collectivités et autres. Et vous avez notamment un kit enfin, c'est créé par l'association Approche Écohabitat. Et vous avez un kit pour mesurer le radon avec mode d'emploi et tout. Donc ça, c'est possible aussi de le voir. Alors, je sais que c'était fait encore l'année dernière, 2024-2025, donc je ne sais pas si c'est reproduit chaque année. J'ai pas réussi à trouver l'info. Je suis désolée pour ça. Mais en tout cas, je pense que c'est des choses qui peuvent être rediffusées, puisque ça a déjà existé, être reprises dans d'autres villes, collectivités, pour être diffusées derrière. Et donc, ça permet d'avoir plus d'informations. En tout cas, si on a vraiment des questions, enfin des grosses interrogations sur notre maison, ça peut être une source de réponse. Ah. Et enfin, alors là, je les ai même avec moi. Ça, c'est sur l'air intérieur. Et donc, il y a beaucoup d'outils qui se trouvent. Il y en a trois, enfin tous, je les ai trouvés à la MCE. C'est quand même une super ressource, la MCE. Hein. Euh, Vous avez des petits guides pratiques sur la qualité de l'air. Le premier, notamment dans les accueils enfants. Et du coup, à l'intérieur du premier, qualité de l'air dans les lieux accueillants des enfants, vous allez avoir, par exemple, les jouets, la peinture, les isolants murs. En fait, en gros, vous avez une image avec une pièce intérieure. Et du coup, l'idée, c'est de savoir à quel moment ça peut être impacté enfin, matériaux peuvent impacter la qualité de l'air. Sur les biocides, pareil, vous avez enfin, c'est à déplier, et vous avez l'image d'une maison, et du coup, pour dire à quel point les produits qu'on utilise au quotidien peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, et du coup, comment améliorer ça, quel type de produits utiliser. Sur protéger sa santé, sur la qualité de l'air, c'est pareil, on est plutôt sur les côtés produits et notamment enfin, les pictogrammes danger que vous allez avoir sur chaque produit utilisé, par exemple dans les produits nettoyants. Et du coup, qu'est-ce qu'ils recommandent, enfin, quel bon matériel et les bons gestes pour éviter, pour améliorer, pardon, la qualité de l'air intérieur. Et pareil, le dernier, c'est de l'ADEME. Le dernier outil, c'est de l'ADEME. Et donc là, il est un peu plus complet, cet outil-là. Enfin, il fait plusieurs dizaines de pages. On est quasiment à 20 pages. Et du coup, vous avez tous les endroits de la maison euh, qui sont vraiment détaillés pour améliorer la qualité de l'air intérieur, notamment avec les systèmes de ventilation et autres. Donc là, on a vraiment des outils qui sont détaillés et qui sont accessibles pour tout le grand public. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez, je pense, soit demander à l'ADEME pour en avoir notamment en distribution dans les collectivités, ou aller voir avec la MCE pour diffuser ce type d'informations. Jacques est en train de nous envoyer des liens. Ah, trop bien, merci Dans le Jacques. chat. Merci, Jacques. Oui, et d'ailleurs, sur la MCE, il y a eu un article qui a été fait en octobre, justement sur la qualité de l'air intérieur, qui reprend du coup le défi Air Pur, le jeu de cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, le jeu de cartes. Euh, le... Comment ça s'appelle? Bon, bref, le défi Air Pur. Vous avez les trois kakémonos et vous avez d'autres informations sur la qualité de l'air.
j'ai terminé avec les solutions apportées pour l'instant qui existent. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, c'est non exhaustif, mais du coup, l'idée, c'était de vous faire un grand aperçu de ce qu'on pouvait déjà avoir sur toutes les thématiques et pour parler à différents types de publics. Donc, j'espère que ça va, que vous nous suivez toujours, qu'on vous a pas perdu dans la bataille. Et on va pouvoir avoir un petit temps de questions-réponses. On peut se donner, je pense, 20 minutes si ça vous va, et comme ça, il nous restera une dizaine de minutes pour le questionnaire à la fin. Alors, sauf si vous n'avez pas de questions, hein, et c'est OK, hein. Je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Est-ce que pour la première question est toujours la plus difficile, dit-on. Marion, par exemple, est-ce que tu Audrey, est-ce que vous auriez une question? Est-ce que vous avez connaissance d'outils d'animation de terrain, par exemple, qui seraient proposés à la MCE ou dans d'autres structures, Comment ça, d'outils d'animation de terrain? qui pourraient être exploités avec des publics scolaires, par exemple? Bah là, on est en train de développer un outil, mais on l'a testé, enfin, presque sur la qualité de l'air, justement, pour parler côté qualité de l'air, et avec des informations spécifiques à la Bretagne. Et donc là, on vient de les tester sur des publics étudiants derrière. Donc on va voir comment on peut peut-être l'améliorer et pouvoir le diffuser à terme. Mais du coup, ça peut être un des outils. Jacques, ouais, vas-y si tu veux, réponds-moi. Oui, désolé, il n'y a pas de caméra sur l'ordi. C'était juste une remarque pour la cartographie arbraise qui a Oui, été présentée, avec un petit bémol, enfin c'est un petit bémol. La carte présente par rapport aux polluants de la réglementation. Ce qui fait qu'on n'a pas l'indicateur vert, jaune, rouge pour ni l'ammoniac ni les pesticides. oui, Donc c'est peut-être aussi à avoir en tête. Aujourd'hui, l'indicateur peut être très bon, mais tant qu'on n'a pas cherché ammoniac ouais. ou pesticides, peut-être que la situation pourrait être différente. Donc c'est juste pour relativiser un petit peu l'indicateur au regard de la réglementation du jour. Donc là, c'est plus une posture de médiateur, de dire Ouais. voilà cette information-là, mais en ayant aussi conscience des limites de ces informations. Ouais, complètement. Merci beaucoup pour cette précision, Jacques. Oui, effectivement, c'est typiquement sur les pesticides, hein, il n'y a pas de réglementation dans le domaine de l'air. Et donc, effectivement, il n'y a pas de carte associée. Donc, c'est effectivement les cartes officielles se limitent, enfin, sont liées à la réglementation qui elle-même n'est pas exhaustive. Ah, nous avons une question de Solène. Est-ce que tu la vois? Ouais, je la vois, mais alors du coup, j'ai pas la réponse là-dessus parce que je Ah, crois que c'est un cours. est-ce que tu veux déjà la lire, la question? Existe-t-il à votre connaissance des kits d'analyse rudimentaire de l'air qui pourraient être utilisés en animation? Alors moi je peux comment dire donner quelques éléments peut-être. Bah, il y a eu un joli programme sur la zone rennaise et là encore Jacques le connaît très bien, c'est Ambassadeur, mais qui aujourd'hui est plutôt en pause. Il y a un travail préparatoire qui est en train de se faire, toujours dans le cadre du PPA. Et là, le but du jeu, c'est de, comment dire, de sensibiliser les gens à la problématique du chauffage au bois, en passant par le fait qu'ils sont exposés donc dans leur maison. Et donc, il y a des appareils qui seront prêtés à partir de l'année prochaine. En tout cas, le projet est en cours de développement pour qu'il y ait du prêt de matériel. Disons qu'il y a des choses qui marchent très très bien comme le CO2. C'est vraiment il y a des capteurs faciles à trouver et qui, comment dire, permettent vraiment de comprendre ce qu'on fait, notamment pour aborder la problématique de la ventilation. On est sur quand même un vrai problème où
Même si les maisons sont bien conçues et qu'elles sont ventilées, les gens ont tendance à boucher les aérations par rapport à la problématique du chauffage. Et du coup, ils ne se rendent pas compte que, ne serait-ce que dans une simple chambre, même dans une chambre moderne, dans une maison moderne, on peut se retrouver avec une augmentation significative du CO2, par exemple, à la fin de la nuit. Donc là, le CO2, ça peut être un outil intéressant. Et, il y a- Merci Jacques. Jacques a diffusé en plus un capteur DIY qui peut être fait en lien avec un Fab Lab. C'est ce qu'on a pu faire à certains endroits. Alors, le CO2, c'est vraiment un super outil de médiation, hein, quand même. Ça réagit vite, on comprend bien. Enfin, voilà, c'est pas mal. Après, il y a le coût quand même matériel qui est un vrai frein et la technicité quand même pour faire ça. C'est pour ça que j'invite à faire du lien avec les Fab Labs si vous avez ça sur vos territoires. Parce que c'est voilà, flasher le code, faire la découpe laser, c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça peut être un projet intéressant. Mais en tout cas, vous avez la ressource et ça a été fait pas mal à Rennes, mais je l'ai pu en faire, alors pas forcément de CO2, mais de particules fines avec le Fab Lab d'Auray ou d'autres territoires. Donc, à voir. une nouvelle question. Est-ce que Agrivisionnaire est présenté, proposé aux enseignants et élèves en lycée agricole? Alors, c'est une très bonne question. Dans le cadre de ABA, donc la Chambre d'agriculture a développé des supports ou des interventions vraiment spécifiques justement à ce type d'établissement. Euh, Après, c'est pas généralisé pour l'instant, en tout C'est cas. ça, c'est ça. On est typiquement, je crois que typiquement justement que l'enjeu majeur il est là, hein. Je dirais que l'enjeu majeur maintenant c'est pas d'avoir de l'outil de disponible ou d'avoir des supports de formation de disponibles, c'est effectivement plus le fait qu'il y ait des gens qui se saisissent de ce sujet-là et qui fassent ce travail. Donc typiquement si vous avez dans votre programme régulier des interventions en milieu agricole, eh ben, on peut on peut essayer de vous faciliter la vie pour que vous puissiez vraiment mettre en avant Agrivisionnaire, ouais, très volontiers. Et ça a été, enfin, nous, on l'a vu avec les étudiants MTA de Rennes, ils étaient très, très intéressés par Agrivisionnaire quand on leur a présenté. Du coup, c'était vraiment un outil en disant, bah, waouh, enfin, c'est chouette de pouvoir proposer ça. Peut-être que tu dises qu'est-ce que c'est que MTA. Ah, pardon, alors, c'était en L3, c'est un diplôme sur la transition agroécologique. Voilà, c'est juste on a fait des interventions de 3 heures là-bas et du coup, on a notamment présenté l'outil. Alors, nous avons Sandrine qui nous dit qu'il y a des boîtes en carton de captage de particules grossières qui peut être fait avec du carton, du scotch et un peu de vaseline ou matière grasse à étaler sur le scotch dans le programme École ambassadeur. Je ne connais pas, mais effectivement, c'est intéressant. Donc, ça permet sans doute effectivement de se familiariser au fait qu'il y a des choses dans l'air. Là, on est sur une thématique un petit peu différente, c'est les retombées de poussière. C'est assez classique, effectivement. Si on est par exemple à proximité de zones de travaux, de zones où il y a du bâtiment ou une zone portuaire, par exemple, où il y a du vrac. Effectivement, il y a beaucoup de particules qui sont émises. Elles ne sont pas forcément inhalables, hein, où il peut y avoir une toute petite partie qui est inhalable. Mais effectivement, ça a ce grand mérite de proposer une action et d'avoir un résultat. Donc, merci Sandrine. De revoir les visuels et réécouter vos commentaires premiers. Est-ce que vous enverrez? Ouais, en vrai, avec l'enregistrement. Alors, il y aura, de toute façon, vu que c'est enregistré, il y aura, effectivement, vous allez pouvoir revoir à tête reposée le webinaire. Et nous, on peut proposer de renvoyer un lien parce qu'on a déjà un lien, enfin un mail qui est quasiment tout fait avec l'ensemble des solutions et les liens vers l'ensemble des solutions. Donc, ça peut être un outil, Marion, qu'on peut te donner aussi et qui peut être renvoyé à l'ensemble des participants. Oui, avec plaisir.
Et pour le webinaire, bah, il sera diffusé prochainement et on vous en informera via la cyberlettre du REB. Comme ça, il sera envoyé à la totalité des adhérents aussi. Ah, trop bien. Je compte la mettre en place actuellement en animation proche des zones de travaux importantes. Ah, super. Merci Sandrine. Et merci, on est preneur, merci. Alors, Les citoyens, les nés normands. alors, la thématique, effectivement, des odeurs, ça, c'est un sujet, effectivement, très intéressant. Alors, il y a ce qu'on appelle des jurys de nez, hein. C'est des réseaux de citoyens qui vont être formés pour faire de leur nez un appareil de mesure. C'est une démarche qui est assez ancienne, qui a démarré, je pense, historiquement dans des zones qui étaient très industrialisées. Et donc normalement, notamment pardon, la Normandie, hein, c'est l'une des raisons sans doute historiques, parce que la Normandie a des zones industrielles importantes à Rouen et encore plus au Havre. Et pour la petite histoire, Airbrise est en train de faire des choses sur ce sujet, notamment du côté de Brest. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, vers Airbrise, si le sujet des nez vous intéresse. Alors, Mélissa nous a partagé les avec les Fab Labs. hmm. Donc, merci Mélissa qui nous partage donc un lien, ainsi que Jacques. Alors, je me perds dans le chat, moi. Bon, ça va. Non, mais on n'est pas débordé par les questions, ça va. Bon, Bah après, en vrai, l'idée, c'est pas de vous faire attendre pour le oui, temps, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut aussi partager le questionnaire. Et comme ça vous laisse un peu de temps pour répondre au questionnaire. Je vais aller chercher Elenika. le lien. Vous pouvez continuer à utiliser le chat si vous voulez. Et puis pendant ce temps-là, notre ami Gaël va faire le nécessaire pour le questionnaire. Alors, vraiment, le questionnaire, on vous remercie par avance de jouer le jeu pour vraiment qu'on ait une bonne photographie de la manière avec laquelle vous avez ressenti, vous avez vu ça. Normalement, il faut entre 5 et 7 minutes pour le remplir à peu près. Vraiment, merci d'avance. C'est ce qui va nous permettre de faire un retour à l'aide réelle derrière. Oui, sur les mesures de radon, j'ai vu aussi qu'il y avait, en fonction des métropoles, enfin des métropoles, pardon, des endroits, on va avoir des opérations qui vont être faites de sensibilisation sur le radon. Du coup, à chaque fois, c'est pas sur les mêmes territoires, mais oui, depuis quelques années, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que quelqu'un veut chanter pendant ce temps-là? Moi, je vous propose pas parce que il y a déjà la tempête à Brest, hein. Donc, si en plus je chante, ou je chante faux, c'est officiel. Ouais, complètement Bretagne romantique. Merci, Jacques. Concernant le radon, une fois que des mesures sont faites, quelles solutions peuvent être mises en place pour minimiser les impacts sur la santé? Bah, c'est beaucoup la ventilation, Ouais, vraiment. l'aération. Si, par exemple, si la maison a la chance d'avoir un vide sanitaire, ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement utile parce qu'on va pouvoir mettre en place une ventilation permanente, par exemple avec une VMC, pour en permanence faire passer de l'air sous la maison. Comme ça, ce qui ressort du sol, et quand ça arrive dans le vide sanitaire, c'est emporté vers l'extérieur grâce à cette ventilation, et donc ça ne va pas rentrer dans la maison. Ça, c'est vraiment la situation idéale.
Et ça veut dire aussi chercher, essayer d'étancher le sol, faire la traque aux fissures et éviter bah, il faut les boucher. Voilà. Donc il y a quelques acteurs qui sont capables de faire ce genre de choses. Il y a notamment une société sur Brest, d'après ce que j'ai vu récemment, qui s'est un peu spécialisée sur cette thématique. Mais c'est vraiment à prendre très très au sérieux cette problématique d'exposition au radon. Il y a vraiment, quand il y a eu des enquêtes dans le passé, il y a vraiment eu des maisons qui ressortaient, enfin, il y a eu des concentrations très importantes qui ressortaient dans certaines maisons. Et on n'a aucune idée, a priori, quand on n'y connaît rien, on n'a aucune idée de savoir si on est concerné ou pas concerné. Il y a également le Limousin qui est très concerné par cette problématique, mais c'est pareil parce qu'il y a un sous-sol favorable. Merci. Alors, on a une question de Sandrine. Savez-vous si l'ADEME propose des tarifs spéciaux pour les associations de transition écologique et d'animation scientifique pour enfants? Alors, je n'ai pas la réponse. Est-ce que Marion, tu l'as ou pas? Toi. Non. En revanche, par contre, je sais que plutôt à la région Bretagne, avec la MCE, il me semble que Jacques, tu peux intervenir toi sur ces questions-là. Je me trompe pas? Je pouvais Ah, zut. et je peux plus. Ah, tant pis. Et est-ce que la MCE peut ou pas? Oui, ouais, on répond à des sollicitations. Du coup, on avait un financement qui permettait de faire des animations gratuites. Ouais. Quelques-unes, hein, on n'avait pas, c'est pas indéfini. Mais dorénavant, bah, ce sera juste la prestation à la demande. Ok, ça marche. Après ouais, du coup, la MCE peut intervenir à la demande. Euh, Et ensuite, après, vous pouvez avoir des animateurs, animatrices indépendants aussi, mais sur le réseau REB, je pense que vous pouvez avoir les liens, enfin, vers les animateurs et animatrices indépendants, vu que c'est assez bien répertorié, il me semble, sur le réseau REB, sur les actions, sur les animations scientifiques. Spécifiquement autour de la qualité de l'air et de... C'est ça? Alors là, je sais pas, c'était pas spécifié, mais j'imagine. Oui, Euh, sur la qualité de l'air. Bah, on pourrait demander oui, s'il y a déjà des adhérents qui se sont formés à l'animation autour de la qualité de l'air. Et je pense que c'est le cas peut-être sur certains CPIR autour des thématiques de l'énergie. On pourrait poser la question. Parfait. Gaël, je n'ai pas pris le chrono pour le temps. On est large parce qu'il nous reste au total un quart d'heure, du coup, on est très bien. Non, c'était pour savoir depuis combien de temps les personnes ont la possibilité de répondre au questionnaire pour éventuellement Depuis plus de 5 minutes. depuis plus Et de du 5 coup, il y a minutes. 9 réponses qui ont déjà été récoltées. Ah, mais il faut faire mieux. Allez-y. On est sur la bonne voie. Mais Ah, on a 10 réponses maintenant. donc on a mis nos courriels hein, dans le diaporama. Donc Ouais, n'hésitez pas a posteriori. 11 réponses. Ouais, et je mettrai dans le lien un peu plus, notamment les supports présentés par l'ADEME sur le chauffage au bois.
que j'ai visionné et je mettrai vraiment tous les liens vers tout ce dont on a parlé. Donc, Mélissa qui remercie, qui est contente du point sur la posture. Ben, en fait, on a sur la posture, on a vraiment sur le côté, notamment sur comment parler aux agris. Alors, je viens du milieu agricole, j'ai des parents agriculteurs et deux sœurs agricultrices. Et par exemple, enfin, alors, c'est pas, là, c'était pas sur le sujet agri, mais sur le côté chauffage au bois où je suis arrivée à la maison et j'ai dit, vous savez qu'il faut faire le chauffage au bois différemment. Et tout de suite, mes parents ils m'ont dit, mais vous allez pas, tu vas pas m'apprendre à faire enfin, c'est pas toi qui vas m'apprendre à allumer le feu quand même. Et du coup, je sais à quel point ça peut être parfois des sujets qui peuvent être un peu tendus et tout. Du coup, c'est comment on aborde les questions de manière simple et s'intéresser d'abord aux gens avant de nous imposer le truc. Alors moi, je l'ai fait avec mes parents, mais c'était pas forcément la meilleure idée hein, de le faire comme ça. Bon, ça a marché du premier coup, donc heureusement, parce que je l'ai fait en direct. Mais c'est vraiment l'idée de d'échanger avant de proposer quelque chose. Vraiment, merci pour vos retours. C'est très chouette. Alors, Évidemment, s'il y en a qui ont besoin de partir, on ne vous retient pas. et merci beaucoup pour votre participation. On a 11 retours pour l'instant, donc je sais pas si... Est-ce que vous partagez les résultats à la fin du webinaire ou alors ce sera traité dans un second temps? je pense que je vais les traiter juste après, mais en tout cas, je peux vous attendez, je pense que je peux faire un truc. C'est ça, il y a 12 réponses, donc je pense que je peux quand même partager. Euh, partager. Voilà. Donc 100% des répondants ont dit, j'ai passé un bon moment, j'ai appris des choses que je vais pouvoir réutiliser et Mais transmettre. faut pas que tu influes les gens en donnant les résultats en cours de route. Non, bah, je pense c'est anonyme. Certes, Du coup, est-ce que l'intervention a répondu à mes attentes? Oui. Oui, voire même plus que ce que j'imaginais. Donc, c'est plutôt très bien. oui, personne n'a mis non, pas vraiment, non, absolument pas. Donc, Non. faut faire un appel volontaire, là. Euh, boîte à outils, l'utilisation des visuels clairs, adaptés. Euh, ok. Alors, c'est vrai qu'un élément important pour nous, c'était vraiment d'essayer de vous mettre dans les meilleures conditions en termes d'accès à des ressources. Hein, donc, n'hésitez pas à faire des commentaires là-dessus. Euh, 13 on peut toujours réponses. faire plus, évidemment. Ouais. Plus outillé pour parler de la qualité de l'air, donc oui, complètement. Et oui, mais il y a encore quelques zones floues. Est-ce que du coup, là, on a été vraiment dans le général. Du coup, effectivement, on n'a pas été hyper pointilleux sur certains sujets. Mais si vous avez vraiment des questions en plus, vous avez nos mails et tout, donc n'hésitez pas à nous recontacter par ailleurs. Euh, très bien. Intéressant, dynamique, adapté. Ok. On peut la refaire, Olivier, apparemment. Ah. Et du coup, les remarques derrière, pour avoir plus de temps pour développer les deux parties, connaissances, posture et ressources. Ok. Intéressant, merci pour ça. Ouais. Et ça, c'est pour le REB. Hmm. Quel sujet aimeriez-vous voir traité sur de futurs webinaires et ou journées? On a Alimentation. Un super l'alimentation. sujet, l'alimentation. Hmm. Beaucoup de choses à dire. Ouais. Inégalité sociale de santé, traitement des sols. Ok. Bah, je pense que je suis pas sûre qu'on aurait d'autres retours. 13 réponses parmi les personnes qui ont répondu. Je pense que c'est bien déjà. Est-ce que tu veux que je te redonne le lien au cas où Bah non, tu l'as le lien du questionnaire, Marion. Oui, c'est bon. Je Donc ça pense se que trouve, il peut être mis dans le mail de fin au cas où si des gens n'ont pas pris le temps de répondre et voudraient y répondre après. oui.
Je pense que tout le monde a répondu là. Ok, ça marche. Bah super, trop bien. Arrêtez de partager. En tout cas, merci beaucoup. Donc, le moment de se dire au revoir est arrivé. Exactement. Marion, Gaël, on va peut-être rester un petit peu en ligne après. Oui, Euh, un grand merci à tous les participants. Ouais, merci beaucoup. Et bon, bah, les premiers retours sont très encourageants. Donc, on aura, si on a pu faire œuvre utile, nous en sommes très contents. Et on remercie, on remercie à nouveau notre financeur, hein, Adriane, à travers le PPA. Merci Jacques pour les compléments en plus. Oui, Euh, Merci. Merci beaucoup. merci à Bonne toutes journée et à tous. tous et à toutes. Et un grand merci à Gaël Rubillon et à Olivier Lebillon pour la qualité des interventions. C'était très riche. Belle ça, journée à tous. Bonne fait un journée. plaisir.